On va enchaîner tout de suite avec les prochains poètes. Et il va y avoir un micro libre à la fin. S'il y a des gens qui veulent lire la poésie, vous allez être les bienvenus. Alors, je vous présente maintenant Micheline Tremblay de Jonquière. Bonsoir. Vous savez que je fais toujours une chanson et puis un petit poème. Alors, j'ai pris comme modèle de phare la mère, la maman. Et je vais commencer par une chanson que vous connaissez. Puis le poème qui va suivre, on va parler de la mère aussi, mais comme quelques jours plus tard. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec les présents plein les bras. Tous les enfants sont en silence, autour du lit et sur les carreaux. Mais leurs jours n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Maman. On leur réchauffe le baiser, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là. Sainte Marie, pleine de grâce, dont la statue est sur la place, pour vous tendre les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Dans le monde de souvenirs autour de toi, la maman qui attend de larmes et de sourire à travers toi, la maman. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entassent pêle-mêle sur le banc foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Y a maman non plus guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes des veillées, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il s'endorme en souriant. Ave Maria. Le souvenir autour de toi, la maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, la maman. Jamais, jamais, jamais tu ne nous quitteras. Sous le phare. Si vous pouviez avoir le texte, vous verriez sous le phare, F-A-R-D. Comme si on change d'endroit, d'ambiance, c'est comme 3 jours plus tard.
ailleurs, pour quelqu'un d'autre. Donc, sous le phare, incisif toilettage, chair maquillée d'absence, toi, ce corps étalé, où est ta vestale, où est l'âtre du fort? Mer giron bercaille, rose rouge brûlée à pousser nos hivers, te voilà, statufié, blanchi, comme un phare. Tes silences faisceaux, phare à nos ressacs, défiant l'ire des... recueillir tour à tour nos errances ingrates, jusqu'aux aveux rituels de ton âge, tes mains parcheminées, hier encore jointes par habitude, nourries de l'âme des jours, semblent, en un bref éclair, tressaillir sous le phare. Merci. J'invite maintenant Claude Bouchard à nous présenter son texte. Claude Bouchard de Jonquière. J'ai eu une démarche un peu différente, en fait. Cette année, s'il avait vécu, cette année, Roland Barthes aurait 100 ans. Roland Barthes, c'est un sémiologue, un théoricien du langage. Il analyse notre société, notre civilisation par le langage. C'est un homme très intéressant. Et en relisant ses ouvrages, je prenais des notes. Alors, je vous offre les notes de mon carnet de lecture. Je voudrais que chacun de ces mots-là soit comme un phare, une lumière qui vous ouvre le de nouveaux. Hommage à Roland Barthes, un phare. Le plaisir du texte. Clic, Van Ginneken. Déflation. Prédicat. Anacolute. Ascendette. Hypostasie. Thomèse. Forclusion. Loustique comme adjectif. Atopie. Phalanstère. Logomachie. Idiolecte. L'œil par où je vois Dieu est le même par où il me voit. Angelus Silesius. Assomption. Doxa, paradoxa. L'opinion, la contestation. La différence entre dilatoire, page 32, et dilatatoire, point d'interrogation. Plaisir égale contentement. Jouissance égale évanouissement. Page 37. La critique est toujours historique ou prospective. Sa matière de prédilection est donc la culture, qui est tout en nous, sauf notre présent. Potlatch. Mais il n'y a de gratuit que la mort, comme chacun sait. Sigmund Freud. Translittération. La société exige l'unité morale de tout produit humain. Monade. Mathésis. Déceptif, encratique, forclos, écrivance. Sémantique, dialectique, épistémique, épistémologique. Anamnèse. Endémoniste, époqué. C'est la langue tapissée de peau. Un texte où l'on puisse entendre le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair profonde. Page 105. Mythologie. Empirée. Calicot, pas dans le sens de tissu. Sopitif, subsumé, prévaricant, curule, réplétion, cryptuaire, compacité. Qui est Poujade? Réifié, bocardage, synesthésie, mystagogue, thomiste, numène, onomastique, prosénium.
crase, substantivation, adjuration, sinité, concetti. Qui fut le Goncourt 1955? Frigolisme, adamisme, dyspepsie, précellence. Le néologisme conceptuel, le concept aliène le sens. Adomination, à relire, page 233 à 237. Aporie. Poésie égale recherche du sens inaliénable des choses. Roland Barthes par Roland Barthes. Énantiosème, amphibologie, raout, intellection, aruspice, le sacré, l'impossible, la dévotion, la poésie, la violence, ascendette, anacolute, parataxe, anamnèse. Lire Fourier, Hegel, Bataille, Michelet, je désire et je me voue. Frichti, Chise, Irénique, Aoriste. Page 112, une papetière toulousaine. Anamnèse, profus, loquel, explétif, étymon, origine et vérité, fatigue, osculaire, diffraction, les couples contraires, parler, se taire. Le neuf, le nouveau, la structure, la structuration. Page 146, la personne divisée à plusieurs dimensions. Chanter un texte et elle revient plus tard. Alors, Régent, à toi. Merci, Marc-Claude. Le premier texte, c'est encore la faute à François. Quand il a dit le thème comme un phare, j'ai eu un flash. Puis le flash, c'était le flash du phare de l'île aux Marteaux. L'île aux Marteaux, c'est presque en face d'Havre Saint-Pierre. J'ai vu ce flash-là il y a 35 ans, quasiment jour pour jour. Mais on dirait que ça reste marqué, les flashs comme ça. Si proche et si loin, tu m'as éclairé, je t'ai aperçu. De tout ton jet de lumière, comme un simple éclat. La première fois, tout en étant si loin, je te trouvais si près. Si près de mon cœur et si loin de mes yeux, jamais déçu. Comment ne pas te voir, comment ne pas t'apercevoir? Tel un conte de lumière dans la nuit noire, et le jour un repère également, pour moi qui va vers toi naturellement. Tout me fait aller vers toi, l'éclat de ton jet comme celui de ton rire. Mais je ne dois pas ignorer le chemin à parcourir, les récifs à contourner. Et toi, tu restes là. Tu bouges sans avancer. Tu tournes sans te déplacer. Comment ne pas avancer, voguer vers toi pour ton sourire? Nos deux rayons de lumière se sont croisés. Sans te voir longtemps, mais intensément, tu m'enchantes. Mais dans mes rêves, mes voyages et mes nuits, telle une dulcinée, tu peux même crier, je penserai que tu chantes. La sirène de mes mers intérieures, de mon océan de rêveurs, un éclair à la pleine lune, 3 secondes chacune. Comment savoir si tu veux de moi, si je peux aller vers toi? Continue de m'éclairer, que je sache pourquoi t'aimer. Merci. Le deuxième, je ne vous en parle pas, vous allez comprendre. Le titre, c'est La montagne à coton. On peut la voir plus que le village sans qu'elle y fasse ombrage. La légende veut qu'elle ait été habitée par un ermite pendant plusieurs années. Comment ne pas y croire lorsqu'on est attiré rien qu'à la voir?
Oui, attiré par cette dernière, par cette grosse pierre. Elle est toujours là. Suivez le fleuve jusqu'en bas. Dans mon village, 450 sur le kilométrage, on peut la gravir, chaque marche pour nous servir, au nom des gens du village à qui rendre hommage. Même les glaciers n'ont pu l'emmener plus loin. Elle se tient à quelques kilomètres du fleuve. On l'a conquise pour pouvoir communiquer au loin, pour avoir un point de vue sur tout et sur le fleuve. Elle sert de phare aux gens d'un village qui ne pêchent pas, aux passants, aux visiteurs ou à ceux qui veulent repartir, aux amoureux qui veulent y monter au ciel à petits pas, et aux autres qui, comme vous, m'ont entendu le dire. La légende que vous connaissez si peu permet de vous y rendre. Mes pensées vous accompagnent, n'ayez crainte de vous méprendre. Attention, ce n'est pas ma montagne, mais celle de celui que je suis un peu. Que le Père Coton vous accompagne, que vous la grimpiez seul ou à deux. Merci. J'ai fait juste un petit lapsus en lisant le poème, mais je ne me suis pas arrêté pour ne pas briser le rythme. Mais le kilométrage sur la route 20 dans le bas du fleuve, c'est pas 450, c'est 465. Merci. Alors, Marie-Claude nous présente Baudelaire. C'est cela, Marie-Claude? Oui. Marie-Claude Roy de Lens-Saint-Jean, bienvenue. Ce n'est pas moi, c'est Baudelaire. Juste pour vous situer un petit peu, Baudelaire a été critique en art pour les peintures qui étaient exposées dans un salon de Paris qui avait lieu à chaque année. Il y avait des peintres qui étaient révolutionnaires à ce moment-là, qui sont devenus ensuite plus reconnus. Ce texte-là, Les Phares, transpose un certain impressionnisme dans le sens qu'il exprime en poésie ce que les peintures font résonner en lui. Lorsqu'il observe l'œuvre du peintre, Baudelaire se questionne sur ce qui vibre à l'intérieur. Souvent, ce n'est pas toujours le cas, là, mais souvent le nom du peintre est nommé au début du paragraphe. Par la suite, peut-être vous pourrez aller le retrouver sur Internet, le poème Les Phares. Rubens, fleuve d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche où l'on ne peut aimer, mais où la vie afflue et s'agite sans cesse, comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer. Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, où des anges charmants, avec un doux sourire tout chargé de mystère, apparaissent à l'ombre des glaciers et des pins qui ferment leur pays. Rembrandt, triste hôpital, tout rempli de murmures et d'un grand crucifix décoré seulement, où la prière en pleurs s'exhale des ordures et d'un rayon d'hiver traversé brusquement. Michel-Ange, lieu vague où l'on voit des Hercules se mêler à des Christ et se lever tout droit des fantômes puissants qui, dans les crépuscules, déchirent leur suaire en étirant leurs doigts. Colère de boxeur, impudence de faune, toi, qui sus ramasser la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats. Watteau, ce carnaval où bien des cœurs illustres, comme des papillons, errent en flamboyant. Décor frais et léger, éclairé par des lustres qui versent la folie à ce bal tournoyant. Goya,
cauchemar, plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nus pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. De la croix, lac de sang hanté des mauvais anges, ombragé par un bois de sapin toujours vert, où, sous un ciel chagrin, des fanfares étranges passent, comme un soupir étouffé de Weber. Ces malédictions, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédums sont un écho redit par 1000 labyrinthes. C'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par 1000 sentinelles, un ordre renvoyé par 1000 porte-voix. C'est un phare allumé sur 1000 citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Puis, dans la même ligne de pensée, alors Baudelaire, il était vraiment, avec son recueil Les Fleurs du Mal, à critiquer la société qui l'enfermait. Alors, suit Pierre Demers avec son poème. J'ai apporté mon petit sac de vomi. Le plus drôle, c'est que c'est vrai. J'ai pas de texte. J'ai pensé rendre hommage, en utilisant le prétexte du thème, aux rédacteurs puis aux dessinateurs de Charlie. Moi, j'ai été élevé par ces dessinateurs et ces rédacteurs depuis le début des années 70. C'est des combattants qui luttent contre la bêtise. Vous savez que la bêtise, c'est répandu. Il n'y en a pas en Europe, pas seulement en Europe, il y en a partout. Hein. Et puis, bon, c'est ça, j'ai commencé à fouiller dans ma bibliothèque, puis là, j'ai trouvé des textes d'hier et puis d'aujourd'hui qui leur rend hommage. J'avais pensé au début shooter des dessins sur un écran, mais c'est pas seulement des dessinateurs, Charlie, c'est aussi beaucoup de rédacteurs, de chroniqueurs, des gens brillants, des journalistes d'enquête, des journalistes de combat, dans le fond. Et puis, il faut se surprendre que certains d'entre eux ont été fusillés il y a quelques semaines, mais ils menaient un combat contre la bêtise. Et puis, les djihadistes n'avaient pas tout à fait le sens de l'humour, je pense. C'est un peu dommage. Fait que je vais vous lire un certain nombre de textes qui sont rédigés par des rédacteurs que je considère des éclaireurs, des phares, à ma façon. Le premier texte, il date en fait, c'est la génération de mai 68. Il date de 68. Ça s'est été publié dans un journal qui est illustré par Ciné. Il s'appelle L'Enragé. C'était fait par des étudiants qui luttaient contre qui se battaient contre les CRS et puis qui arrachaient des pavés qui les lançaient aux flics. C'est un texte de Jacques Prévert. Donc, c'est pas... il y avait quand même des bons collaborateurs pour l'époque.
Ça s'appelle l'extraordinaire sang-froid. Paris a connu une de ses nuits les plus lamentables. C'est M. Grimaud, préfet de police de cette ville, qui le dit. Comment ne pas le croire? Un peu plus loin, il précise, il a fallu un extraordinaire sang-froid aux membres du service d'ordre et à ses chefs pour que nous n'ayons pas eu des conséquences dramatiques et sanglantes. Comment ne pas le croire? Sans cet extraordinaire sang-froid, le sang aurait coulé et on aurait vu, comme le dit plus loin le préfet, des choses comme on n'en a encore jamais vues à Paris. Comment ne pas le croire? On aurait vu alors des CRS-SS arracher les blessés des mains des secouristes et ces blessés jetés dans les cars de police et à nouveau blessés et injuriés. On aurait vu dans des appartements des grenades éclatées, des gens jetés en bas du haut des escaliers, des cafés envahis par des brutes acharnés, des clients asphyxiés par des gaz de combat inoffensifs, défensifs et toxiques. On aurait constaté des cas de cécité. Fort heureusement, partiel aurait dit le communiqué. On aurait vu une main arrachée et des garçons et des filles abîmés, peut-être à jamais. Sans cet extraordinaire sang-froid, on aurait vu le sang couler, le sang rouge et chaud, le sang vivant, le sang nouveau versé sur la chaussée déchaussée et les pavés dansés. Jacques Prévert. En fouillant dans ma bibliothèque, j'ai trouvé un Charlie Hebdo du 5 janvier 1978 avec un beau dessin de Wolinski. Et puis, mon horoscope à l'intérieur, écrit par le professeur Choron, qui était un des directeurs, qui est décédé, lui, depuis, pour bien mourir un jour. Votre horoscope pour 1978 par le professeur Choron. Je vais vous lire mon horoscope. Cancer, 22 juin, 22 juillet. Amour. Les enfants sourds qui se masturberont seront guéris de leur infirmité. Le cœur des bergers natifs du cygne aura tendance à battre la chamade et à s'enflammer pour la première brebis venue. Qu'ils ne cèdent pas trop vite au coup de foudre, qu'ils préfèrent la stabilité amoureuse avec le bouc plutôt que l'aventure. Santé. Surveillez vos mollets. Les mollets contiennent les organes qui sont chez vous les plus sensibles. Si vous avez une crampe dans le mollet gauche, c'est votre foie qui fait des siennes. Si vous avez une crampe dans le mollet droit, c'est votre rate qui se dilate. Dans ce dernier cas, n'hésitez pas à vous la faire enlever. On vit très bien sans cet organe. Tous les unijambistes sont des gens qui se sont fait opérer de la rate et qui n'en sautillent pas moins joyeusement pour ça. Ça chaud. Cavana qui aurait pu se faire descendre à Charlie s'il n'était pas mort quelques mois plus tôt. Cavana, c'est un des pionniers aussi de ces rédactions à la fois d'Harakiri et de Charlie. Il publiait dans Harakiri, le saviez-vous, le petit Cavana illustré, qui a été reproduit dans un folio. La brouette. Le nom du grand savant est néanmoins chrétien Blaise Pascal, 1623-1662, est à juste titre vénéré par tous les cœurs vraiment français, comme celui de l'immortel inventeur de la brouette. Cependant, on ignore généralement quelles circonstances amenèrent Pascal à cette inestimable découverte. C'est pendant une crise de mysticisme religieux qu'il en reçut la fulgurante intuition, dans le célèbre monastère de Port-Royal des Champs, où il faisait une retraite. Étant descendu à la cave pour aider la mère supérieure à soutirer un pichet de vin de messe, Pascal pria la sainte créature de vouloir bien s'asseoir sur le tonneau. Lui empoignant alors les deux mollets à pleine main, il lui souleva les jambes à l'horizontale, puis les écarta de façon à ce qu'il pût venir se placer exactement entre les deux cuisses. Les mouvements du philosophe s'étant fait plus vifs, le tonneau se mit à rouler.
Pascal nota le phénomène. Dès que ce fut apaisé le premier feu de son élan mystique, l'esprit scientifique du philosophe le porta à formuler les remarques suivantes. Premièrement, la mère supérieure n'avait pas lâché le pichet de vin de messe qu'elle soutenait sous son giron. Deuxièmement, l'ensemble pichet de vin de messe, cuisse, de mère supérieure, giron, tonneau, Pascal, c'était d'un seul bloc déplacé de plusieurs mètres selon une direction horizontale rectiligne. Troisièmement, l'effort fourni par Pascal avait été bien moindre que s'il eût dû transporter le pichet de vin de messe sur la même distance en le tenant à la main, suivant la méthode classique. Quatrièmement, cet heureux résultat avait été obtenu grâce au mouvement rotatif du tonneau combiné avec le principe du levier du troisième genre. Il ne restait plus qu'à remplacer le tonneau par une roue et les cuisses de la mère supérieure par des brancards. La brouette était née. C'est vraiment con, mais c'est drôle. Un autre pionnier de Harakiri et de Charlie, c'est Delfeille de Thon, qui écrit toujours dans un journal qui s'appelle... J'en ai une copie ici. Ciné-mensuel. Je ne sais pas quel âge il doit avoir 125, 130 ans, Delfeille de Thon. C'est un texte qui est paru en 70, dans Charlie, la première mouture. Les lundis de Delfeille de Thon. Le régiment, une deuxième maman. La plupart, avant d'être anti-religieux, les rédacteurs de Charlie et d'Harakiri étaient foncièrement comme Cabu, antimilitariste à l'excès. L'armement entre dans la catégorie des biens d'équipement. C'est Le Monde, dans son éditorial du 26 janvier, qui nous l'apprend. Un quart des exportations françaises de biens d'équipement est constitué d'armes en tout genre, depuis le poignard à égorger par derrière, style parachutiste, au missile antimissile, destiné à faire exploser 2 énormes paquets de dollars se rencontrant là-haut dans le ciel. Il paraît que ces exportations vont aller en s'accentuant. Gallet, ministre de la Guerre, s'en est félicité à la télévision, comme on lui demandait si ça ne le gênait pas de vendre ce genre de produits. Il a répondu, si ce n'est pas la France qui les vend, c'en sera d'autres. Il avait l'air très content de lui en disant ça. C'est l'argument qui ferme le bec. Enfin, c'est l'argument qui ferme le bec à ceux qui ne demandent qu'à la boucler. Parce que comme argument con, on fait vraiment pas mieux. Si c'est pas moi qui leur vends de l'héroïne, ça en sera d'autres. C'est le raisonnement type du marchand de mort. De beaux jours pour les marchands de mort. C'était le titre de cet éditorial du Monde qu'on citait tout à l'heure. Vendre des armes, plus sûrement encore que vendre de la mort, c'est vendre du fascisme. Tous ces porteurs de sabres armés, jusqu'aux dents par la France, il ne faut pas se figurer que ça va les amuser longtemps d'astiquer tout ce beau matériel dans des hangars. Le sentiment de puissance que ça leur donnera fera bien qu'ils se le passent d'une façon ou d'une autre. Comme faire la guerre à ses voisins. C'est pas facile parce qu'on n'est pas tout seul sur la Terre et qu'on ne se bat que si les Russes et les Américains en ont ainsi décidé. Qu'est-ce qu'on fait pour se le passer, son sentiment de puissance? On prend le pouvoir. Quand un militaire prend le pouvoir, il transforme son pays en caserne. La caserne, c'est le fascisme. La France vend des casernes. La France vend du fascisme. Elle ne devrait pas. Dans la tuerie de Charlie, il y a un économiste qui était collaborateur qui s'appelait Oncle Bernard, qui était c'est un vrai économiste là, qui participait à plein de conseils d'administration et puis qui était anticapitaliste. Il a écrit un certain nombre de bouquins, entre autres un hommage à Karl Marx. Il écrivait régulièrement dans Charlie. Et puis il a écrit quelques livres, dont Houellebecq économiste, une analyse des romans de Michel Houellebecq. C'est paru chez Flammarion. Je vous en lis un extrait. Dans les rues désertes de Rouen,
errent des bandes de jeunes, analphabètes et antipathiques, vaguement violents, tandis que les ascenseurs de la Défense portent des cadres stressés, dévoués à leur boîte, à leur chef et à leur rétribution, fébriles et malheureux. Ignorent malgré leur tableau, excellent. Au pied des rutilantes immeubles se battent des clochards, des vieux hommes achètent des jeunes sexes, tandis que des ados martyrisent un plus jeune et qu'une hippie laisse crever son rejeton dans les excréments. Des snuff movies exhibent des actes de barbarie inouïs contemplés par des partouzards, et tout ce monde immonde se farde des mots de l'économie. Croissance, compétition, commerce, exportation. Quelle farce! Osez regarder ce que vous êtes, petit esclave bien nourri. Osez regarder la ruine où vous conduit votre course. Vous vous précipitez en concurrence du haut des falaises comme les porcs de la Bible. Osez regarder votre suicide collectif. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. On a voulu en faire une idée neuve pour vous, négo, puis la quantifier, ce fut le rôle de l'économie, né de la toute-puissance raison des Lumières et de la Révolution. On vous promet du pouvoir d'achat, ou des emplois, ou des objets, et vous n'êtes que des chiffres dans des tableaux dressés par des employés du chiffre. Et encore, un chiffre a plus de réalité que vous. Il appartient au monde mathématique, et vous ne valez même pas la série de votre carte de sécu, à moins que vos yeux se décident au mot « amour ». Allons donc, pour vous rabaisser, on a inventé les films porno, les clubs échangistes et le cap d'Agdé. Rien ne vous sauvera. Rien, cette écume vierge vert, à ne désigner que la coupe, tel loin se noie une troupe. Stéphane Mallarmé. Votre vie n'a pas plus de valeur que celle d'une portée de chaton promis à la noyade. Non, vous n'ouvrirez pas les yeux. Jamais vous ne balayerez la poussière grise des chiffres, de la pub, des slogans qui maculent vos yeux, que vous ne pouvez déjà plus ouvrir, pauvres chevaux, dont on crèverait les yeux avant de les descendre à la mine. Bien, et c'est bien, sur les terrils, la végétation. Bernard Marie. Je finis avec deux petits textes. Un dans le Charlie Hebdo, qui est introuvable, que vous pouvez trouver très facilement à la librairie Le Bouquiniste à Chicoutimi. Ils en ont fait venir 100 exemplaires. Il y en a aussi à la Tabagie, en bas de la rue Racine. Je pense qu'il y en a ici chez Marie-Laura. Il y en a partout. Ils l'ont tiré à 8 millions. À un moment donné, ça déborde. La différence entre les comiques, les rédacteurs et les dessinateurs des années 70 et des années 2000, c'est que c'est le féminin, il y a plus de filles. Avant, il n'y avait pratiquement pas de filles. À l'époque, au début des années 70, il y avait Britécher. Il n'y avait pas de rédactrice comme telle. Aujourd'hui, il y en a plein. Et ils sont plus baveuses que les gars encore. C'est bon signe. J'aurais un petit texte superbe. Un hommage au rédacteur de Charlie, qui ont été descendus. C'est écrit par Sylvie Coma. On ne va pas tous mourir. Au Zaïre, le jour de la prise de Kinshasa par les troupes de Kabila, mes copains de la radio nationale sont partis au boulot en me rassurant. Ne t'en fais pas, on ne va pas tous mourir. En Guinée, avant de s'élancer sur un pont vaguement maintenu en l'air par quelques boulons rouillés, le chauffeur de taxi-brousse a rigolé. C'est l'homme qui a peur, sinon, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est le continent africain que j'ai envie de convoquer aux funérailles de mes frangins de Charlie pour rester en famille. Nous sommes tous des Africains. C'est un slogan qu'ils auraient adoré. S'en fout la mort et droit devant. Et tant pis pour les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, comme chantait maître Gazanga, le Tchadien. Charlie ou la mort, nous vaincrons. Crever, c'est déjà assez chiant comme ça, pour qu'en plus on aille la trouille. C'est Cabu qui disait ça. Il m'avait raconté en pouffant derrière ses petites lunettes rondes qu'avant de mourir, Reiser, qui est un des plus grands dessinateurs, le créateur de Pervers Pépère, vieux bonhomme avec une couille qui dépasse de sa couche, Reiser avait demandé que les dames viennent à son enterrement
en porte-jartel et sans culotte, et qu'elle lui rende un dernier hommage en enjambant sa tombe. Qu'auraient souhaité Charles, Oncle B, Tinus, Honoré, Wolinski, Mustapha, Elsa, Cabu, Frank, Ahmed, Michel et Frédéric? Je ne sais pas, mais j'ai envie de croire qu'ils auraient apprécié qu'on les honore en buvant du vin de palme sur un air de rumba. On ne va pas chialer quand même, c'était écrit Cavana à la mort de GB. GB, c'est un autre des grands pionniers. Je finis avec un texte de Ciné, qui était un bout de temps avec Charlie Hebdo, mais qui a eu une rupture à un moment donné avec le rédacteur, l'ancien rédacteur Val, puis il a créé son propre journal. À tous les mercredis sur le web, on peut lire la zone de Ciné. C'est la mini-zone du 25 février 2015. Ciné, c'est un vieux bonhomme de 88 ans qui est magané, tout le temps à l'hôpital, et il veut vraiment pas mourir. Les prédateurs en col blanc continuent de s'empiffrer sur le dos de la classe ouvrière. Putain, ça n'en finira donc jamais. Olivier Brandicourt va toucher un chèque de 2 millions d'euros en guise de bienvenue. Golden Hello ou Golden Handshake en Amerloc pour son nouveau employeur Sanofi. Il en touchera un second, de même montant le 1er janvier prochain. Ici aussi, il y a des hommes d'affaires et des politiciens qui touchent des dividendes discutables. Si la direction est contente de lui, ce qui signifie probablement qu'il aura réussi, d'ici là, à foutre à la porte un nombre conséquent d'employés de la boîte. Je ne peux m'empêcher d'imaginer la tronche de mon vieux si un patron lui avait allongé 10 000 balles pour lui souhaiter la bienvenue dans son usine. La première chose qu'il aurait faite, soupçonnant une arnaque, c'est d'aller écluser une série de gorgeons au bistrot le plus proche afin de vérifier si ce n'était pas de faux talbins avant même de commencer à bosser. Ou alors, le plus probable, soupçonnant son boss d'être une fiotte désireuse de se farcir un prolo en tenue de travail, il aurait glavioté sur la liasse de bifton avant de la lui balancer à la gueule. Il lui aurait filé une avoine dont il se serait souvenu longtemps, avec ses paluches calleuses qui ressemblaient à des battoirs. Cher Laurent, plus ça va, plus tu me manques. Marine Le Pen est irréprochable. On dit aussi que le docteur Mengele était un excellent praticien. C'était le docteur des camps de concentration nazis. Clark Terry vient d'avaler son Boogle, mais à 94 ans, c'est pardonnable. C'est l'un de mes musiciens préférés et un chanteur tout à fait exceptionnel. Il finit toujours par un clin d'œil culturel. Ses vocaux marmonnés étaient d'un humour ravageur et avaient le don de me mettre systématiquement en joie. Vous pouvez en avoir un bon aperçu sur Internet. Tapez seulement son nom et vous avez l'embarras du choix. Commencez par Mobiles, désopilant et continuez par le Lady Be Good, époustouflant, pris sur un tempo ultra rapide et qui vous en bouchera un coin, sinon deux. Bonne zik et banzai. Banzai. J'invite maintenant Catherine Fortin de Jonquière à venir nous présenter son texte. Je m'étais perdue dans les battements de son cœur comme on plonge dans les pulsations d'un refrain euphorique. Quand le silence s'est fait, j'ai trouvé le bout de mes doigts glacés, tremblants. Elle a laissé tomber ma main pendante au bout de mon bras et depuis, j'essaie de me réchauffer avec un peu n'importe quoi. Elle m'a laissé à moi-même et ce n'était plus assez. Elle m'a laissé à moi-même alors que j'avais oublié que j'étais complète et que je l'avais déjà été. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Marie-Claude nous revient avec 2 textes. Le livre des heures du phare de Pointe-des-Monts. C'est sur la Côte-Nord. Puis, l'idée qui m'est venue, c'était
Le livre des arts, c'est quelque chose qui a été fait en France il y a super longtemps. C'était des images qui montraient les mois de l'année autour d'un même lieu. Alors, ce sont des images autour du phare de Pointe-des-Monts. Le mois d'août. Les fruits rouges qui dégoulinent sur son menton. Le vent doux dans ses cheveux. Églantine se souvient d'elle-même enfant, de son innocence et de ses jeux, de sa famille, gardienne de phare à Pointe-des-Monts. Septembre. Églantine revoit ses souvenirs rapaillés à l'angle de baie Trinité. La rosée du matin qui vient la chatouiller, la chaleur de la fin de l'été. Octobre. Le soleil qui se couche plus tôt, son père qui monte et descend, éteindre et allumer le fanal à la pointe du jour, à l'échancrure de la nuit. Novembre. Pluie glacée, neige mouillée. Froid humide, les pierres du phare suintent. Viennent des baleines une longue plainte qui console le grand phare. Décembre. Banquise au pied du sentinelle. Bourrasque et tempête semant l'effroi. En contraste, églantine devant le sapin de Noël. La lumière des bougies rassemblées, un halo d'espoir fond au cœur du phare. Janvier. Des craquements, des bruits sinistres sur la glace du fleuve. Un bateau échoué à l'embouchure. Les marins réfugiés aux étages. De la visite inattendue, des raconteurs et des voyages. Février. Encore le vent, la neige, les marins pris au piège, le gossage de bois. Églantine partage la nourriture. Les jeux de cartes à n'en plus finir, les chansons pour se ragaillardir. Le phare rit et pleure, c'est selon. Le vent siffle entre les interstices. Mars, pas encore le printemps. Le grand phare les garde dans son ventre comme une mère ours dans sa caverne. Avril. Elle regarde la glace qui se casse. La mer apparaît d'un bleu clair. Tout était gelé hier. Demain, les marins seront partis. On se retrouvera juste la famille, enfin. Ça sent la bonne odeur du pain. Mais, dans la fenêtre au sud, les semis sont transfigurés. Ils ressuscitent. Le sacre du printemps les habite. Un sursis d'enfance et de joie futile. Le lièvre a bondi devant Églantine, à l'affût de verdure et d'herbes fines. Juin. Le phare, brillant dans sa robe rayée rouge et blanc, devient illuminé, tant le soleil est éblouissant. Il trône, tel le souverain Neptune. Il pourrait décrocher la lune. L'été, si court, si bref, tous les enfants, cousins en visite, tous les enfants se ruent dans l'escalier en colimaçon. Quel plaisir de courir jusqu'en haut de la nef. Juillet. Les vagues se roulent en boule sous le grand phare ensoleillé. Églantine regarde la mer, respire le varech, se sent saoule. Elle détache son foulard rouge et blanc, le noue autour d'une racine de génévrier. Et si cet instant demeurait éternel? Déclinaison, la vieille dame et le phare. Brillant, dans sa robe rouge rayée de blanc, le phare a pris de l'âge. Des cheveux gris coiffent aussi Églantine. Elle a des pensées qui fuient à 84 ans.
sauf pour les souvenirs que son phare a laissés dans son sillage. Toute petite, sur la pointe des pieds, elle regardait par-dessus la rampe de la galerie. Elle se souvient de toutes les couleurs. Elle se remémore les éclats d'or, le bleu clair du jour tendre, le bleu noir de tempête insoumise, le gris du vent échevelé et crieur, le blanc étincelant des banquises. Des saisons, des années parties en cendres. Maintenant, la résidence des aînés, le rituel ennuyant de la salle à manger. Sur la vitre, en gouttes de pluie, les jours qui s'effeuillent sans bruit. Églantine réalise que le quotidien est difficile à suivre. Télé hyperactive, musique de fantômes imprécis, cellulaire et Internet en folie. Vivre, pourquoi? Selon quelle perspective? Elle se sent mêlée, oubliée. Elle a demandé à sa fille de l'emmener voir son grand protecteur, son phare rédempteur. Elle est installée dans le gîte à côté qui fut sa maison. Ses souvenirs affluent, son cœur déborde d'histoire. Elle voudrait tant revivre sous son giron, les rires, les complicités désuètes du bonheur. Églantine annonce à sa fille son besoin de sortir seule. Les vagues se roulent en boule sous le grand phare ensoleillé. Elle respire le Varet et se sent saoule à l'ombre de ce géant solennel. Églantine a hésité, mais finalement traverse le fossé pour se rendre près de son phare, son bel amour éternel. Elle est décidée, même déterminée. Si sa vie lui glisse entre les doigts, c'est ici qu'elle mourra. Elle s'avance près de la paroi et pose le pied sur le dernier rocher. Elle regarde les flots bleus, les étoiles naissant du soleil, les vagues mourant sous l'écume. Ses yeux se mouillent. Alors, pour se donner du courage, Églantine chante. Au loin, je vois l'étoile qui guide les matelots. Elle détache son foulard rouge et blanc, le noue autour d'une racine de génévrier. Elle se relève et salue le témoin silencieux de son enfance et de ses joues. Églantine se retourne vers la mer, la voix cassée. La chanson démodée se brise en un dernier soubresaut, un sanglot comme un credo. Un pas, un dernier. Son corps se renverse. Une plume portée par le vent. Son corps est une barque qui se berce en cavale sur le dos des vagues. Puis, une brume étrange s'est permise d'encercler l'estuaire pour offrir à Églantine sa promise, le plus magnifique des suaires. Je vais le dédier à Gérald Savard. Bon chapeau. Il y a un phare au Far West. Même s'il n'y a pas d'eau ni de bateau, on ne se fera pas des accraires, même si tu venais voir. Mais il y a quand même un phare au Far West. J'ai sauté sur mon cheval, j'ai suivi la lueur de mon fanal. Phare, far, far. J'ai découvert les plaines dans ma jeunesse au Far West. Ça prend bien un phare pour éclairer nos peines et nous remettre en selle bien attachés pendant nos jeunes années. PS. Un phare au Far West, c'est comme une grande métaphore.
Et maintenant, Francesca Tremblay. Alors, bonsoir tout le monde, mais quelle belle soirée. De beaux poètes ce soir. Alors, c'est plaisant de revenir. Ça faisait quelques temps déjà. Alors, merci François, Louise, d'organiser tout ça. C'est grâce à vous si on est là. Donc, ce soir, j'aimerais vous partager le thème Le phare. Moi, je l'ai trouvé un peu dans la lumière qu'on trouve dans le regard d'un autre et aussi dans la lumière qu'on retrouve en soi. J'ai 2 textes à lire, je vais vous en épargner un. Je vais vous en lire seulement qu'un ce soir. On est beaucoup de poètes pour ne pas étirer le plaisir non plus. Alors, je vais vous lire Mélusine, je vais vous la présenter. Ce sera un texte qui sera présent dans le prochain recueil de poésie que je vais lancer tout probablement en mai. Alors, ça va comme suit. Mélusine. Elle souriait. Mélusine se rappelait le piaillement aigu des oisillons qui excitait ses oreilles sensibles à leur joie. Mais la saison n'était plus et les champs avaient changé. Le vent encore doux faisait courir les feuilles qui séchaient et qui seraient prisonnières de l'hiver lorsque les pluies deviendraient neige légère. À ses pieds nus, celles-ci couraient dans un sens et dans l'autre, comme si elles allaient manquer le bal. Il faisait froid maintenant que l'été avait complètement disparu, et Mélusine était de celles qui croyaient que la mort était le silence et la poésie précédant la naissance d'autre chose. Elle s'était glissée dans l'éclat de lumière qui dessinait d'or la silhouette des branches, sentant la chaleur du soleil timide réchauffer la peau de son visage. Un voile doré descendit jusqu'à son cou lorsqu'elle pencha un peu la tête en arrière et elle se surprit à rire. Les bras ouverts, son manteau s'ouvrit, dévoilant sa nudité. Ses longs cheveux blonds glissaient sur sa poitrine nue, et son nombril scintillait un bijou en argent. Moment de grâce, elle remerciait le ciel d'être ici. Elle se trouvait devant son arbre favori. Depuis des années qu'elle le veillait et l'aidait à croître dans cette forêt très dense, tassant les souches d'arbres morts. Elle n'aurait su dire pourquoi, mais elle s'était sentie liée à lui. Elle connaissait le sentiment d'oppression que génèrent les autres parce que vous êtes différents. Les cèdres lui cachaient le soleil de leur épais feuillage vert, mais il prenait tout de même sa place, lentement mais sûrement. Contemplative, elle posa sa main sur son tronc, faisant tressauter ses doigts sur les rugueuses et profondes rides. Elle sentit sa sève couler sous les couches qu'avaient ajoutées les années, et un oiseau curieux qui s'était posé sur une branche repartit gaiement en poussant des petits cris hardis. Aussitôt sortie du halo de lumière, elle eut le frisson. Elle resserra les pans de son manteau. Elle était venue en cet endroit pour réfléchir. Réfléchir à ce que serait sa vie avec l'homme qui possédait son nom, qui le murmurait telle une incantation les soirs alors que les lunes s'accrochaient aux étoffes des ténèbres. Il l'accusait de l'avoir envoûtée, mais elle était bien plus ensorcelée que lui ne le saurait jamais. Et elle le savait. Avait-elle réellement besoin d'amour? Enfin, d'amour charnel? Elle supposa que oui. Et elle songea à lui. Entre les mèches sombres de ses cheveux rebelles, elle percevait ce regard meurtri qui pénétrait les abîmes de son âme, ses yeux qui la tueraient de passion. Et elle imagina la ligne dure de sa mâchoire et le creux de ses joues noircies de cette barbe persistante, cachant une cicatrice d'enfance. Sa bouche sensuelle, rouge et chaude d'avoir exploré son intimité. Son sexe offrant et humide de son désir. Sa verge en elle lui offrait le spectacle de son corps qui bougeait sous ses caresses, faisant monter l'excitation. Quand l'amour la prenait, elle était dans une sorte de transe, et de grandes ailes noires se déployaient dans son dos. Elle était Mélusine. Il ne les voyait pas, ses appendices aux plumes géantes. Il ne les verrait jamais. Mais elle savait qu'elle était la femme de plusieurs comme lui. Elle était la mère de toutes les femmes et elle se repaissait de ses hommes comme il l'affamait. Ses doigts, laissant des rougeurs sur ses cuisses, et quand tous ses muscles se tendaient, que ses reins se cambraient en un dernier assaut,
Leur chair bouillait déjà d'une mort qui courait dans toutes les fibres de son être. Il se répandait en elle comme la vie, en un potentiel plutôt gris. Et dans un râle qui s'exhalait de cette gorge puissante, il s'effondrait sur la rosée de sueur qui perlait sur son corps, caressant ses seins tourmentés de passion. Quand ses yeux se fermaient pour rêver, elle quittait le bel amant et s'enfermait dans son atelier. Toute la nuit, à la lumière des chandelles, nue devant son chevalet, elle peignait des horizons au point de fuites infinies. Rien pour la retenir, pas même le ciel. Elle ne savait pas ce que les arbres pensaient d'elle. Elle serpentait pour échapper à sa réalité. Au lieu de s'ancrer à la terre, il cherchait à s'élever vers le soleil. Il lui dirait qu'elle pousserait croche à fuir la lumière. Et là, Mélusine s'esclaffa. Un sourire sonore, aussi gai que le chant du ruisseau, s'écoula dans toute la forêt. La femme qui parlait aux arbres. C'étaient quand même les seuls êtres vivants qui ne lui demandaient pas sans cesse d'être une autre, qui écoutaient et qui lui racontaient la vie. Même les animaux avaient des attentes. Pour les plus domestiqués d'entre eux, ils avaient besoin d'être soignés. Ils avaient besoin d'attention. Et elle n'avait pas envie d'en concéder. Elle voulait seulement partager avec d'autres sans qu'il y ait de retour, sans qu'on lui prenne tout et qu'on la laisse plus seule qu'elle ne l'était déjà. Même chose avec les humains. On aimait, on voulait être aimé, on dénaturait l'autre et on se rendait dépendant de lui, quitte à s'oublier ou oublier celui qui était devant nous. Les arbres ne lui avaient jamais rien demandé en retour pour l'énergie qu'ils lui avaient transmise. Ils n'auront pas besoin d'elle pour continuer d'exister. Selon la jeune femme blonde, tout ce qui était sauvage et indompté était beau. Beau parce qu'il demeurait pur et intact. Domestiquez l'animal et vous penserez avoir trouvé un ami, mais libérez une buse et vous aurez trouvé votre propre félicité. Arrivée devant le lac au reflet orangé du soleil qui s'éteignait, elle fit glisser son manteau sur sa peau hérissée par le froid. Lasse et engourdie par toutes ses pensées, elle ne sentait plus la morsure du temps. Mélusine continua à marcher vers le lac, et elle y pénétra lentement, comme dans un rituel gravé en sa mémoire pour les siècles et des siècles. Sur la surface de l'eau reposaient quelques feuilles de bouleau qu'elle frôla du bout des doigts, tout en continuant d'avancer. Elle plongea dans l'eau glacée et revint à la surface comme une nouvelle femme. L'eau du lac lavait son corps et son esprit des peurs, des angoisses et des doutes. Le soleil se couchait et les arbres se camouflaient dans le voile de la nuit avant de disparaître. Ses ailes avaient besoin d'amour pour être déployées. Elle reviendrait vers lui. Lui qui attendait de savoir qui elle était devenue cette fois. Merci. Sur scène au Clan des mots, Diane Bourget. Doux périple. Avec ton œil de cyclope, pas de cartomancie, nul besoin d'horoscope, tu devines qui je suis. Sous la canopée, tu entrevois l'éclaircie, même l'échappée vers ces mondes bénis. En ces terres d'errance, tu es ma pierre de lune, évitant l'oubliance et les infortunes. Je baigne mes rêves dans ces lagunes, où près de la grève, les poissons-lunes viennent se nourrir sans trêve et sans amertume, des désirs qui m'enfièvrent et me consument. Dans ma vie, nul capitaine de mon esquif, seul capitaine de mon esquif, grâce à ton étoile qui éclaire les récifs, je dévie sans peine des méandres attractifs, où l'on côtoie les chimères et ces leurres furtifs qui me séduisent et nous gardent captifs de l'abysse, des utopies et des rêves fictifs. Pourquoi s'exposer aux vortex et aux tempêtes, risquer d'engloutir nos souhaits et leurs quêtes, dans les abîmes illusoires des conquêtes, sans possibilité d'espoir et d'aucune requête? Dans ces labyrinthes, l'issue est incertaine. Je pourrais louvoyer vers des contrées lointaines où toutes mes espérances seraient vaines. Pourtant, dans ton sillage, nulle peur du naufrage, tu m'indiques où sont les pièges et les marécages, comme un guide, comme un phare, comme un sage. En suivant la voie lactée et les présages,
avec tes repères et les perséides dans mes bagages. Toute voile dehors, je dirige mon équipage, comme un imam, comme un druide, comme un mage. Maintenant, je vais lire un texte, c'est pas un texte sur le phare, mais un texte que je m'adresse pour en devenir un. C'est un texte que j'ai lu au Slam Poésie, puis je le relis ce soir. Militante de l'ombre, la peur te traque derrière tes paupières. Tu n'oses pas exprimer cette détresse primaire, tu espères exhaler l'essentiel, celui qui émane, salutaire et intemporel. Peur de l'irrationnel, de l'infini pouvoir de l'ombre, obsédante dans son monde, dans l'immonde. Peur d'exposer le soi-même des autres, pourtant tous pareils à l'arrière des portes closes. Tu hibernes, obnubilé par tes fantômes, comme si tes yeux étaient voilés de glaucome. Peur des autres ou de toi-même, de t'apercevoir dans ce désespoir qui te meurtrit, te dissèque, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle? Non, non, pas question ici d'obsèques. Tu ne vois pas que tu t'enlises, tu es aveugle, quoi que tu en dises. Tes paupières, comme les murs de Jéricho, la tour de Ground Zero, comme en Cisjordanie la barrière israélienne, ou le mur des lamentations à Jérusalem, comme la grande muraille de Chine, il t'illusionne et te confine, te masque la réalité assassine, il te pousse à être clandestine. Si tu désires que l'on t'immortalise, sois exaltante, pas indécise, crève la vie l'illusoire, soit du répertoire, soit dans l'histoire, reste dans les mémoires, ne te laisse pas avoir par toi ton manque d'ambition, tu n'as pas de nom, tu n'es pas de celle que l'on clame, que l'on réclame, alors crache ton âme. Pas nécessaire d'être dans le drame pour jaillir de ta flamme. Sois virtuose, grandiose, vis ton apothéose. Ne sois pas désertique, gicle. Ne sois pas aphasique, gris. Sois euphorique, ris. Sois magnifique, vis. Libère-toi de ta cotte de maille qui alourdit tes pensées, qui t'embroussaille. Tu déblatères avec tes mots dérisoires. Soulève ce voile illusoire. Arrête de t'en faire accroire. Comme au mur de Berlin, fais sauter les barrières, montre-toi entière, vibrante et fière. Mets à nu tes viscères, obtempère, au-delà de tes chimères. Saigne sur la scène tes misères, regarde les autres qui se désespèrent. Ils te réclament des paroles lapidaires, sans barbelé, sans mise en terre, sans t'écorcher. Seras-tu répudié? Qu'ils ouvrent eux aussi leurs paupières. Tu es une guerrière, même sans être des conflits, même sans prendre le maquis. Pas nécessaire d'être sordide pour être lucide, de te montrer ignoble pour avoir un esprit noble. Tu es passionné, ne te laisse pas désarmer. Aucune artillerie ne tuera la barbarie, la vanille, les génocides et l'ignominie. Milite sans répit ton bonheur, sème des fleurs sur l'horreur. Maintenant, François Drolet. Je suis d'accord avec Francesca, c'est une sacrée belle soirée. Puis, j'aimerais vous parler un petit peu des trucs que j'ai entendus ce soir, qui m'ont touché. Entre autres, ce que Pierre Demers a rappelé, ce qui m'a vraiment beaucoup marqué et fait souffrir, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo, hein, parce que des gens écrivent, parce qu'on ose se moquer de trucs qui sont parfois désobligeants, qui sont ridicules, qui sont... Des gens se font tuer pour ça, je trouve ça totalement aberrant. J'aimerais vous parler aussi des phares, parce que quand j'ai commencé à écrire la poésie, j'étais à Trois-Rivières. Puis, bon, quand on commence à écrire la poésie, on se cherche, on ne sait pas trop quoi écrire. Puis, à un moment donné, je me suis fait un voyage jusqu'à Pointe-au-Père, où il y a un magnifique phare. J'ai écrit un des premiers poèmes dont je suis fier, dont j'étais fier à l'époque.
très fier. Donc, c'est peut-être ça qui m'est revenu maintenant, le souvenir du phare de Pointe-au-Père. Mais je me suis un peu renseigné sur les phares aussi au cours des dernières semaines. Puis vous savez que les phares tels qu'on les connaît, les vrais phares, ça existe depuis 2600 ans. Donc depuis 2600 ans que ces édifices-là guident des marins. Puis on pense qu'en installant des trucs électroniques, ça va marcher aussi. J'ai des doutes. J'ai des doutes que ça t'offre aussi longtemps. Je vais vous lire donc 3 poèmes, dont un que je vais lire, le dernier que je vais lire en compagnie de Louise. Le premier s'appelle Récif. Je tire les bateaux ivres, sur mes côtes ils s'échouent. En brisant leurs proues, ils chavirent mon âme, plongeant dans mon ventre, coulant au fond de ma vie. Une vie parsemée de récifs, cachant des hauts fonds, parsemés de contre-courants. Ils vont et viennent à leur gré, emportant les meilleurs marins aux antipodes de leur dessein. Viens construire sur mon cœur une grande tour qui éclaire mes chemins, mes écluses. Un phare qui allumera les yeux de ces aigles voyants entre mes tripes mutilées. Veille à garder le feu de son sommet vif et ardent. Alimente-le de ta passion, qu'il survive à tous les temps, annonçant les rades paisibles pour mouiller mes mots tendres sur l'étrave qui chantait vague. Le prochain, il fait référence un petit peu, je vous parlais de Charlie Hebdo, il fait référence un peu à ça. En fait, puis il est inspiré d'un poème qui s'appelle Obsession de Rose Després, qui est justement une acadienne. Tes démons. Ton obsession à me faire tes prières les enchaîne à mon pays, à mon accent. Comme des litanies issues de la névrose, allaitées par une grosse chèvre rose qui dévore nos plus beaux pâturages, foisonnant d'audace de nos victoires. Ton obsession revise nos douleurs, celles qui nous ont maintenues serviles, celles qui, de tous les traîtres pieux, celles qui ont lynché nos ancêtres, qui ont bâillonné nos mères, qui ont violé tant d'innocence. Nous t'avons accueillis en frères. Nous t'avons offert un abri plein de rêves, plein de promesses, rempli de forêts et de rivières, coloré comme nos espoirs, généreux comme le soleil. Pourquoi t'enfermes-tu ici, dans ta sombre histoire, sous d'hostiles écritures, derrière d'opaques voiles, terriblement noirs, pareils à ton désespoir? Lève les yeux et délivre-toi, cherche la lumière de nos pères, celle du phare qui éclaire la nuit, qui résiste au vent et aux tempêtes, planté toujours bien droit à attendre pour te conduire jusqu'au Havre. Ces batailles issues du passé, nous les avons déjà menées. Nos démons, nous les avons pendus au gibet de tous nos scrupules. Notre liberté, nous l'avons gagnée et arrachée aux enfers de nos hivers. Et puisqu'on parle de phare, il y a une femme qui était vraiment un phare pour son peuple. Cette femme-là s'appelle Evita Peron. Le matin au réveil, elle rêve encore, dans le songe du 7e art, aussi brillante qu'Alpha du Centaure, au firmament de Buenos Aires. Toi que j'aime tant, ma patrie, ma belle Argentine torturée, entrons en scène, mes amis. Comédienne ou femme d'État, si vivante, elle transperce de ses éclairs même les jours de plein soleil, ou le creux des jours sombres, quand les bottes claquent trop fort, quand les obus hurlent à la mort. Chers frères, chères sœurs, cette terre est notre âme, la nourriture de notre cœur. Chaque soir, dans les quartiers ouvriers, elle voit ce petit monde qui s'enterre. Voilà qu'Evita agite son drapeau blanc, rêve comme une femme du peuple, gravit les escaliers de la dignité, devenant l'ange de San Juan,
bien avant celui de Che Guevara. Ni pour moi, ni pour Dieu. Je saurai ce que vous demandez, si c'est bien là votre vœu. Tendant la main aux exploités, elle invente un printemps aux petits, aux vieux, aux enfants, aux opprimés. Elle allume le feu dans leurs yeux, jardine les prés de leur liberté. La révolution du paysan, je la veux pour les femmes et tous nos sympathisants. C'est toi, Evita, qui a ouvert un ciel à ton pays. À toi, l'Argentine toujours sourira. Même au-delà de la mort, tes rêves le rendra plus fort, ce peuple qui te pleure encore. Toi que j'aime tant, ma patrie, ma belle Argentine torturée, c'est à vous que je donne ma vie, mais sans chemise, dans les nez. Restez en scène, mes amis. Merci. Alors, à la suite de Marie-Josée, s'il y en a d'autres qui veulent prendre le micro pour venir réciter le poème, vous êtes les bienvenus. Merci. Bonsoir. C'est curieux parce que ça a pris vraiment du temps avant que j'ai des idées, que l'inspiration me vienne pour écrire sur le thème. Et puis pourtant, ce soir, il me revient le fait qu'il y a plein de phares dans ma vie. Et je collectionne souvent des photos où il y a des phares. Le premier texte que je vais vous lire, c'est drôle parce qu'il rejoint plusieurs des poèmes que j'ai entendus ce soir. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle « Phare noir ». Un peuple à faim, un peuple à froid, un peuple à peur, un peuple proie, un peuple ploie sous lourde peine, cruel tracas. Un peuple prie, un peuple pleure. Un peuple espère son Messie, son Rédempteur. Un peuple agonise, un peuple se meurt. Et puis un jour, l'aube se lève sur un murmure vivifiant. Le jour s'allonge en un crescendo exaltant. La nuit s'étire en un tumulte assourdissant. On se renseigne, on se rassemble sous les cieux, on s'impatiente, l'effervescence dans les yeux, on piaffe, on bouille, on scande le nom des nouveaux dieux. Karl Marx, Staline, Mao Tse-tung, Mussolini, Franco, Lénine, Perón, Hussein, Afewerki, Hitler, Bongo, Suarez, Castro, Al-Kadhafi. On les acclame, on les adore. On leur confie nos grains, nos herses, nos fils, nos filles, notre pays. Contre promesse, contre vengeance, contre l'ennemi. Puis on s'endort, rêvant de lendemain fleuri. Sous les serments de ces pasteurs, Duce, fureur, fausse lueur, ville clarté, phare trompeur. Des jours, des mois, des ans plus tard, réveil atroce, peuple à genoux, regard hagard, cendres putrides, ruines fétides, aujourd'hui noir. Mon deuxième texte m'est apparu, dans le fond, en voyant un fusain que j'ai dessiné il y a vraiment plusieurs années et qui, bizarrement, est un phare. Et ce fusain-là, je l'ai tous les jours devant moi parce qu'il est sur un de mes murs. Et ça a donné quelque chose qui m'a rappelé des temps très, très, très durs. Comment vous expliquer? Je me réveille un beau matin? Non, plutôt un sale matin.
Et puis c'est là. Ça s'est installé. Silencieusement, doucereusement, sans crier gare au malin, sournoisement, sinistrement. Et ça s'est mis à tisser son voile, en serrant ses sombres serres, oxygène, sérénité, étincelle de lumière. Et le voile s'est fait toile, pressant, oppressant, asphyxiant, entrailles, poitrine, pensée claire. Et la toile s'épaissit, s'élargit, infestant et le corps et les sens, et les rêves sensés, éteignant tout autour de moi, même mon aura. Et le monde s'arrête, se fige, s'évanouit. Je me terre, je m'enferre, je m'enfouis. Je me roule en boule, je m'enfonce dans ma nuit. Le mal me broie, me torture de sa gouge. Le mal me brûle au-dedans, au fer rouge, suppliciant chaque atome, des jours durant, des nuits durant, des mois durant, jusqu'à une aube polychrome, où la caresse d'un papillon paillette mon cœur de satinés rayons. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence, nombreuse. On se revoit le 10 avril. Merci beaucoup.